Donc, bienvenue à tous. Bienvenue à ce premier webinaire organisé par l'USTV. Donc, je serai la modératrice. Donc, je me présente, je m'appelle Monique Comte. Je travaille au centre de recherche de Corning à côté de Fontainebleau et je suis aussi une des vice-présidentes de l'USTV. Alors, je pense que la plupart d'entre vous connaissent l'USTV, mais pour ceux qui ne la connaîtraient pas, donc l'USTV est une association, une association de langue française, qui est une société savante finalement, qui cherche à soutenir les domaines de la science du verre et de la technologie du verre, et qui a la particularité de rassembler à la fois des acteurs académiques, des universitaires, et aussi des personnes qui travaillent dans l'industrie. Alors habituellement, l'USTV est très active tout au long de l'année pour organiser des manifestations telles que des congrès, des ateliers, des écoles thématiques, etc. Évidemment, cette année, rien n'a été possible. Et donc, c'est pour ça, pour garder quand même un lien à l'intérieur de la communauté verrière, que nous vous proposons cette série de webinaires. Donc, ça sera à un rythme de une fois tous les 15 jours, le vendredi, entre 13h et 14h. Alors, pour aujourd'hui, les personnes qui vont parler sont Laurent Cormier, qui travaille à l'IMEMC, qui est un des laboratoires de Sorbonne Université, et Daniel Neuville, qui est chercheur à l'Institut de physique du globe de Paris. Donc, les sujets qu'ils vont aborder sont l'histoire du verre, les structures des verres et aussi leurs propriétés en lien avec leur structure. Donc, écoutez, j'espère que ça va vous intéresser. Enfin, je suis convaincue. Si jamais vous aviez des questions à poser, s'il vous plaît, utilisez le bouton converser qui est tout en bas de l'écran. J'espère qu'on aura le temps de répondre aux questions, mais en 1 heure, et comme vous êtes assez nombreux, ce n'est pas forcément simple. Donc, si jamais ce n'était pas possible, n'hésitez pas à envoyer un mail à l'USTV pour poser vos questions, vos commentaires, etc. Vous avez tous l'adresse de l'USTV, puisque c'est par un mail de l'USTV que vous avez eu le lien pour assister à ce webinaire aujourd'hui. Voilà, eh bien, je laisse la parole à Laurent, qui commence. D'accord, merci Monique. Donc, ce premier webinaire se veut assez général sur le verre. Et donc ce qu'on propose, pardon, je vais mettre mon petit pointeur. Voilà. Ce qu'on propose d'abord, c'est un bref rappel historique, vraiment très succinct. Ensuite, un petit peu expliquer pourquoi on étudie toujours le verre dans les laboratoires à l'heure actuelle. Ensuite, on présentera quelques premiers concepts sur la structure des verres et ensuite, je laisserai la parole à Daniel pour développer un petit peu plus l'aspect structure et le lien avec certaines propriétés thermodynamiques. Donc, tout d'abord, comme tout le monde le sait probablement, le verre existe à l'état naturel sous forme d'obsidienne. Donc, c'est un verre qui est issu des magmas, hein, par refroidissement des magmas. Et très tôt, il a été utilisé par les premiers hominidés. Il a même déjà été manufacturé par eux, c'est-à-dire qu'il a été mis en forme de façon à utiliser le côté très tranchant. On voit ici des exemples de pointes de flèches, par exemple. Donc, c'est vraiment un des premiers matériaux qui a été utilisé par les hommes. Donc, ce verre d'obsidienne, il est bien connu également pour ceux qui ont suivi les différentes saisons de la série Game of Thrones, puisque ça correspond au Dragon Glass, donc, qui est en fait le verre d'obsidienne, et qui a permis de sauver l'humanité. Donc, c'est évidemment très important. Alors, les verres d'obsidienne sont également très intéressants parce que c'est un des premiers exemples de commerce parmi les hommes préhistoriques. Donc, un commerce qui s'est fait à partir des lieux de production. Donc, les lieux de production, c'était les volcans qui se trouvent essentiellement en Italie. Et ensuite, on peut suivre, grâce à la composition des obsidiennes, la diffusion de ces matériaux dans tout le bassin méditerranéen. Donc, c'est un très joli exemple de premier commerce par les hommes. Alors, outre ces verres naturels, les hommes ont finalement réussi à le synthétiser par eux-mêmes. Donc là, je reporte la légende un petit peu de la découverte de ce verre qui a été reporté par Pline l'Ancien. Donc, ce sont
C'est un matériau qui est apparu 3-4 000 ans avant Jésus-Christ en Mésopotamie. Et la légende, la reportée par Pline l'Ancien, concerne des marchands phéniciens. Donc la Phénicie, c'est ce qui se situe actuellement au niveau du Liban, qui transportaient des ballots de natron. Donc le natron, c'est essentiellement un carbonate de sodium qui était très utilisé par les Égyptiens pour la conservation des momies. Donc évidemment très important à cette époque. Et donc, ce que raconte la légende, c'est que ces marchands se sont arrêtés sur une plage et ont fait un feu pour se préparer à manger en utilisant des ballots de natron. Et le contact entre ces ballots de natron fondus et le sable a donné un liquide qui est donc la première apparition d'un verre synthétisé par l'activité humaine. Donc c'est probablement une légende parce que en fait, le mélange de carbonate de sodium et de sable nécessite sans doute des températures supérieures à ce qui pourrait être obtenu avec un simple feu sur la plage. Mais ça montre 3 ingrédients essentiels pour constituer les verres, c'est-à-dire le sable, un fondant qui correspond donc au carbonate de sodium, et de la chaleur de façon à faire fondre l'ensemble. Alors, plus probablement, le verre est apparu en Mésopotamie avant d'être ensuite importé en Égypte et très développé par les Égyptiens. Et il est probablement apparu initialement sous forme de glaçure pour les poteries. Donc là, on voit ici un exemple très ancien de glaçure. Et puis ensuite, les premiers verres véritablement qui ont été synthétisés étaient des verres, donc des petites billes de verre opaques, sur lequel on jouait beaucoup sur l'aspect coloration. Donc déjà en utilisant des matières premières qui permettaient de colorer et de modifier, de donner des décorations au verre. Donc c'était vraiment utilisé au début un petit peu comme des bijoux en imitation des gemmes. Donc ensuite, ça s'est développé pour former également des émaux. Ici, on voit des briques émaillées qui datent du palais de Suse. Et on s'est aperçu également qu'on pouvait utiliser ce matériau pour faire des conteneurs de liquide en utilisant l'absence de porosité de ce matériau. Et on voit déjà là sur ces objets des aspects de coloration et de forme artistique qui étaient déjà très développés. Alors, la plus ancienne recette de verre qu'on a pu retrouver date de 700 ans avant Jésus-Christ et ça a été retrouvé dans la bibliothèque du roi Sardanapale. Et cette recette comporte déjà tous les ingrédients d'un verre moderne. Donc, on a du sable mélangé à des cendres de plantes marines. Donc, ça va être essentiellement les alcalins. Et puis de la craie, donc un oxyde de calcium. Donc, vraiment les ingrédients du verre à vitre actuel. Alors, il y avait aussi dans cette recette des invocations aux étoiles, aux prières, à des sacrifices. Donc, c'est évidemment une partie qui est un petit peu moins utilisée dans les verres modernes. Alors, les verres naturels, on les retrouve essentiellement sous forme silicatée. Donc, ça peut aller de verres qui sont quasiment à 100% un silicate, comme le verre libyen, donc, qui a été découvert dans le désert entre la Libye et l'Égypte. Et puis ensuite, on a différentes formes de verre naturel avec plus ou moins de teneur en silice, en alumine et en fer, essentiellement. Et donc, ces verres naturels sont soit d'origine volcanique, donc issus du refroidissement des magmas, soit par impact de météorites pour former ce qu'on appelle des tectites. Alors du coup, les hommes se sont inspirés de ces verres pour développer une grande quantité de matériaux très très différents, toujours en jouant sur la teneur en silice et en jouant sur d'autres éléments, donc qui ne sont pas forcément utilisés dans les verres naturels, comme par exemple l'oxyde de bore, qui a permis le développement des verres Pyrex, que tout le monde connaît pour l'utilisation dans les fours, ou alors de verres pour la pharmaceutique. On pourrait citer également les verres au plomb, donc très particuliers, qui permettent de faire ce qu'on appelle le verre de cristal ou le verre flint. Et puis des verres beaucoup plus complexes, comme les verres pour les déchets nucléaires, qui sont essentiellement donc des borosilicates avec de l'alumine, et puis toute cette partie noire qui correspond en fait à
quasiment l'ensemble du tableau périodique, parce que ce sont tous les éléments issus du retraitement des déchets nucléaires. Alors, mais outre ces verres silicatés, on peut former d'autres verres donc, qui ont été découverts et puis développés notamment au cours du XXe siècle. Donc, différents verres d'oxyde à base de bore ou de phosphore. Donc, à base de phosphore, par exemple, ce sont les lasers, les verres pour les lasers, qui sont utilisés par exemple pour le laser mégajoule à Bordeaux. Ensuite, on peut remplacer l'oxygène par d'autres éléments, comme le soufre, le sélénium, et on forme à ce moment-là ce qu'on appelle des verres de chalcogénure, donc j'en reparlerai un petit peu après. Des verres purement métalliques, des verres où on remplace l'oxygène par du fluor, du chlore, donc par des verres, ce qu'on appelle des verres d'allure, ou alors des verres organiques. Donc on a ici un exemple d'un verre organique qui est le caramel, ou de nombreux plastiques qui sont également sous l'état amorphe dans notre utilisation quotidienne. Donc à ces différents types de verres correspondent différents types de liaisons chimiques. Donc, ça peut être des liaisons covalentes, donc des liaisons très fortes, typiquement entre le silicium et l'oxygène, des liaisons un petit peu moins fortes, des liaisons ioniques, métalliques, de Van der Waals et d'hydrogène, donc à peu près toutes les liaisons chimiques qu'on peut retrouver dans la nature. Et certains verres peuvent même présenter une combinaison de ces différentes liaisons. Par exemple, dans les verres de chalcogénure, on a un mélange de liaisons covalentes et de liaisons beaucoup plus faibles de Van der Waals. Donc, une grande richesse de combinaisons possibles. Alors, dans l'histoire du verre, je distinguerai essentiellement deux grandes quêtes. La première quête, ça a été une quête vers la couleur. Donc, on a vraiment utilisé le fait qu'on pouvait ajouter des éléments colorants dans le matériau pour faire des objets. Donc, ici, c'est une bouteille qui représente un poisson et on voit que les décors ici simulent un petit peu les écailles. Donc, dès l'Antiquité, cet aspect coloration a été utilisé et il s'est ensuite beaucoup développé au Moyen-Âge, grâce au développement de l'architecture qui a permis des ouvertures beaucoup plus grandes dans les bâtiments et donc de faire la possibilité d'utiliser des vitrages. Et c'était le développement donc, des vitraux, donc de verres très colorés pour représenter typiquement des scènes bibliques. Voilà, et un des plus bels exemples de ces vitraux, c'est sans doute la Sainte-Chapelle à Paris, hein, où quasiment les murs sont constitués essentiellement de vitraux. Donc, ce qui a valu au verre le qualificatif de porteur de lumière. Alors, cette quête vers la couleur se poursuit toujours avec de nouvelles applications pour le futur ou contemporaines. Alors, c'est plus nécessairement associé avec la couleur intrinsèque du verre, mais ça peut être le verre associé avec des diodes. Donc là, on voit par exemple des tables dans lesquelles on pourrait insérer des aspects visuels. Ça peut être des multicouches qui vont apporter des propriétés fonctionnelles au verre. Donc là, on a des exemples de verres photochromiques où la teinte du verre va être modifiée en fonction de l'ensoleillement extérieur, ou alors ce qu'on appelle des smart windows qui vont permettre de gérer les transferts énergétiques entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment. Et donc ça, c'est un aspect qui est très important actuellement, puisque une des grandes pertes énergétiques des bâtiments provient justement du vitrage. Alors, la seconde grande quête a été une quête de la transparence. Donc là, j'ai reporté les pertes optiques en fonction de l'évolution de la formation des verres. Donc les pertes optiques qui vont essentiellement enseigner sur la transparence. Donc les premiers verres qui étaient formés, comme je l'ai dit, par les Égyptiens étaient essentiellement des verres opaques. Et puis, au cours de l'évolution, donc on a amélioré la qualité optique de ces verres. Et cela essentiellement en améliorant les matières premières pour constituer ces verres. Donc, les matières premières peuvent contenir des impuretés qui vont colorer le verre. Et la principale impureté, c'est le fer qui est contenu dans le sable et qui va donner une légère coloration verte. Et donc, en améliorant la qualité de ces matières premières, on est parvenu à avoir des verres de plus en plus transparents. Donc ça a permis d'avoir des verres de qualité optique qui ont fourni deux grandes inventions.
La première, c'est le microscope au début du XVIe siècle pour étudier l'infiniment petit. Et la seconde grande application, c'est le développement des lunettes astronomiques avec Galilée ou des télescopes avec Newton. Et donc là, on a pu, grâce à ces instruments, pouvoir sonder ce qui se passe au-delà de notre planète. Donc, de deux grandes inventions qui s'appuient essentiellement sur la fabrication de verres de qualité optique. Et puis, on s'aperçoit qu'à partir du 19e siècle, on commence un petit peu à stagner sur la qualité de ces verres. On n'arrive plus vraiment à les améliorer, jusqu'à la fin des années 60, où là, on a un énorme saut technologique qui s'opère et qui est dû aux processus d'élaboration qui ont été mis en place à cette époque. On a arrêté d'utiliser des matières premières naturelles et on a utilisé uniquement des matériaux synthétiques, chimiques, donc qui étaient d'extrême pureté. Et donc ce saut technologique a été utilisé par Charles Kuenkao pour montrer qu'en fait, de l'information pouvait être transportée par les verres sous forme de fibres optiques. Et c'est ce qui lui a valu le prix Nobel de physique en 2009. Donc, il est considéré comme le père des communications modernes. Alors, ce n'est pas lui qui a mis au point les premières fibres optiques pour la télécommunication. Ces fibres optiques, elles ont été mises en place par la société Corning au début des années 70. Et évidemment, c'est une découverte absolument majeure puisque c'est ce qui a permis le développement du transport des télécommunications et donc le développement d'Internet, le fait qu'on puisse, malheureusement, je dirais aujourd'hui, travailler en télétravail. Et en tout cas, c'est ce qui nous permet également de pouvoir faire des webinaires comme aujourd'hui. Alors, cette quête vers la transparence se poursuit toujours. Donc, ce n'est plus nécessairement pour améliorer des fibres optiques de silice, dont on voit ici la fenêtre de transmission qui est assez étroite et qui se situe essentiellement dans le domaine du visible. Mais il y a d'autres types de verres qui peuvent avoir des fenêtres de transmission tout aussi bonnes, mais beaucoup plus larges. Donc, ce sont des verres à base de fluorure, alors qui sont pour l'instant assez peu utilisés parce qu'ils ont une durabilité chimique qui est assez faible, donc ils ont tendance à se détériorer. Mais il y a d'autres verres, notamment des verres de chalcogénure, qui ont une fenêtre de transmission très très large. Alors même si la transmission n'est pas aussi bonne que la silice, cette fenêtre de transmission est très intéressante parce qu'elle se situe dans le domaine de l'infrarouge. Et c'est ce qui a permis le développement d'optique pour, par exemple, des caméras nocturnes, où on voit ici une caméra embarquée qui permet de distinguer des petits personnages sur le bord de la route, alors que l'œil humain n'arriverait pas à les distinguer. Et puis cette fenêtre de transmission est également intéressante parce qu'elle se situe dans les gammes de l'atmosphère ou de biomolécules et elle peut être utilisée comme capteur. Donc, il y a beaucoup de laboratoires en France qui travaillent sur ce type de matériaux, les verres de chalcogénure, avec notamment le laboratoire de Rennes. C'est probablement des verres qu'on abordera dans la suite des webinaires. Alors, je vais maintenant parler un petit peu de l'originalité de ce matériau. Donc, sa principale caractéristique, c'est le fait qu'il y a une absence de périodicité. Donc, il se distingue du cristal. Donc, on a ici une représentation de la structure d'un cristal et d'un verre. Donc, un cristal, il suffit de définir une petite boîte élémentaire où on connaît parfaitement la position des atomes et de reproduire cette boîte élémentaire dans les 3 dimensions pour avoir le matériau macroscopique. Dans le cas d'un verre, on n'a pas cette boîte élémentaire disponible et donc on a beaucoup plus de difficultés à décrire la structure du verre. Il faut avoir recours à des moyennes, à des statistiques pour décrire sa structure. Et donc, ce qui est important, c'est cette absence de périodicité. Donc, comme il n'est pas périodique, on dit qu'il se situe dans un état amorphe. Et d'un point de vue thermodynamique, il n'est pas dans un état d'équilibre. L'état d'équilibre à pression et température ambiante serait l'état cristallin. Donc, c'est un état qu'on appelle métastable, mais qui est malgré tout tout à fait durable. Et on a ici un exemple, par exemple, de verres lunaires donc, qui ont été collectés sur la surface de la Lune lors des explorations Apollo dans les années 70 et qui est rapporté sur Terre. Et on voit très bien que leur forme sphérique et même leur surface
est similaire à un verre qui vient d'être créé. Et pourtant, c'est un matériau qui est vieux de plusieurs milliards d'années. Donc, le verre est dans un état métastable, mais peut vraiment perdurer sur des échelles géologiques. Alors, malgré tout, il a tendance à vouloir retourner dans son état thermodynamiquement stable et en lui apportant un petit peu d'énergie, de la chaleur, en le chauffant un petit peu, on peut facilement le faire recristalliser. On peut également étudier des phénomènes de vieillissement. Et puis, c'est un matériau qui va être très sensible à ces conditions d'élaboration. Donc, typiquement, ça va être la vitesse avec laquelle on va le refroidir depuis l'état liquide, ce qu'on appelle la trempe. Ou alors, ça peut être un recuit du verre pour changer un petit peu sa structure et ses propriétés. Donc, on parle d'histoire thermique du verre. Et donc, c'est un point également qui est très important. L'autre grand intérêt de ce matériau, c'est qu'il présente très peu de contraintes stoichiométriques. Donc, si on représente ici un diagramme ternaire assez classique de silice, alumine, calcium, on voit les petits points rouges qui correspondent aux structures cristallines qui sont possibles dans ce ternaire. Donc, il y a juste quelques points qui sont possibles pour faire un cristal. Par contre, pour faire un verre, on a tout le domaine ici colorié en vert. Et donc, on a une infinité de compositions possibles et la possibilité d'ajuster de façon très très fine les propriétés du matériau en modifiant sa composition. L'autre point très appréciable de ce matériau, c'est évidemment sa mise en forme qui est très très facile, donc qui se fait souvent à partir de ce qu'on appelle le liquide surfondu, donc un liquide qui va être suffisamment visqueux pour pouvoir le déformer et suite à cette déformation, conserver la mise en forme par l'artiste. Et bon, on peut faire des objets ainsi artistiques vraiment très très jolis. Alors par contre, le problème de ce matériau, c'est qu'il est très difficile à caractériser d'un point de vue physique. Il se situe un peu à la frontière entre le solide et le liquide. Donc il présente des caractéristiques du liquide, notamment une structure désordonnée, mais aussi des caractéristiques du solide, comme ses propriétés mécaniques qui sont assez similaires à celles d'un cristal. Donc cette nature du verre suscite toujours un débat très très vif, qui est toujours ouvert. Donc il y a essentiellement deux grandes voies qui se distinguent. Le premier, c'est de considérer que le verre est un liquide surfondu. Donc c'est juste un liquide qui va avoir une viscosité très très grande et une mobilité réduite. Et l'autre hypothèse qui est mise, c'est qu'on se trouve dans un état particulier de la matière. Donc on n'est ni dans l'état cristallin, ni dans l'état liquide, c'est un autre état de la matière qui est plutôt la voie, moi, que je vais privilégier. Donc ça nous amène à apporter une définition pour ces matériaux. Donc qu'est-ce que les matériaux non cristallins ou amorphes, donc les deux termes vont être synonymes, vont se caractériser par le fait qu'ils ont une absence de structure périodique. Donc on les définit vraiment par opposition au cristal et par leur aspect structural. Parmi ces matériaux amorphes, on distingue les verres, avec une définition ici que je peux donner. Donc le verre, ça correspondrait à un amorphe solide, donc un état particulier de la matière, qui présente au chauffage une transition vitreuse. Donc le verre est défini par le fait qu'on a ce phénomène de transition vitreuse où on va passer du liquide au verre. Alors pour former ces matériaux, il y a énormément de voies de synthèse différentes. Donc le plus classique, comme je l'ai évoqué déjà, c'est le refroidissement d'un liquide. Donc c'est ce qu'on fait pour, je dirais, 90% des verres qu'on utilise dans la vie quotidienne. C'est également l'essentiel des verres naturels issus du refroidissement du magma. Mais on peut également les obtenir à partir d'un cristal en apportant de l'énergie mécanique pour désordonner petit à petit le matériau. Donc ça peut être des effets de broyage, de pression. Je pourrais rajouter également des effets d'irradiation. Et puis on peut également les obtenir par condensation d'un milieu dilué. Donc c'est typiquement par des voies qu'on appelle sol-gel ou en utilisant des phases vapeur et les méthodes de PVD et CVD qui sont très utilisées industriellement. Alors,
C'est un matériau qui est utilisé, comme on l'a vu, depuis la préhistoire. Donc, on pourrait un petit peu s'étonner qu'il y ait toujours de la recherche sur ce matériau. Mais c'est parce qu'il y a encore de grandes questions qui demeurent non résolues. Et donc, je vais en lister ici les principales. Donc, la première grande question concerne la transition vitreuse, donc, qui est associée au fait que la viscosité qu'on a représentée ici en fonction de l'inverse de la température rapportée à la transition vitreuse. Donc, tous les points ici correspondent à la transition vitreuse. Donc, on voit que la viscosité évolue très fortement avec la température et tend vers des valeurs très importantes de viscosité quand on se rapproche de la transition vitreuse, avec des systèmes qu'on appelle forts, qui ont ce qu'on appelle un comportement donc ici linéaire et qu'on appelle arrhénien, ou des verres qui vont avoir un comportement fortement non linéaire et avec des variations très importantes de la viscosité proche de la transition vitreuse. Donc ce phénomène de transition vitreuse, il n'est toujours pas expliqué, donc ça ne correspond pas à une transition du premier ordre thermodynamique. Et il y a actuellement beaucoup de développement théorique pour essayer de bien le caractériser. La seconde grande question qui se pose concerne la dynamique et les vibrations dans les verres. Donc particulièrement, on observe des anomalies à basse énergie ou basse température, comme ici la capacité calorifique. Donc on voit qu'entre le cristal en noir et le verre en rouge, on a une différence qui est due à la présence de modes supplémentaires pour le verre. Et ces anomalies thermodynamiques se retrouvent également dans cette figure sur la conductivité thermique, qui présente également des variations entre le verre et le cristal. Donc ça, c'est lié à la propagation des ondes acoustiques dans les matériaux désordonnés, qui est très différente de ce qui se passe dans les cristaux. Et donc, bon, il y a quelques pistes pour comprendre ces différences, mais il y a encore beaucoup de questions qui se posent concernant ces aspects dynamiques. Et puis la troisième grande question qui concerne les verres, c'est de déterminer leur structure. Donc on sait qu'on a un ordre local dans les verres, on arrive ça bien à le déterminer par de nombreuses expériences, mais par contre il y a des défauts un peu spécifiques aux matériaux, avec par exemple des anneaux qu'on ne retrouve pas dans les cristaux, ou des coordinances originales qu'on retrouve beaucoup dans les verres et peu dans les cristaux. Et bien que ce matériau soit homogène macroscopiquement, il peut y avoir des hétérogénéités à l'échelle nanoscopique. Donc là, on a des exemples de mesures par microscopie électronique. On voit que les petites variations ici de couleur entre la couleur grise et blanche, ça correspond à des variations de la composition chimique du verre. Donc un verre à l'échelle nanométrique présente des inhomogénéités. Et donc, la grande question qui demeure sur la structure des verres, c'est de comprendre quelle est la nature du désordre et son étendue. Alors, il y a d'autres questions également qui sont abordées dans les laboratoires, que ce soit les laboratoires industriels ou les laboratoires en recherche publique. Donc, on essaye de bien caractériser les propriétés des matériaux. Donc, ça peut être les propriétés optiques. Ça, on aura un webinaire dans courant décembre sur cette question. Les processus de conduction, donc principalement la conduction ionique, qui peut donner par exemple des batteries. Les propriétés mécaniques, donc on a ici un exemple de propriétés mécaniques sur des verres bien connus que sont les smartphones, où on améliore la qualité de la surface du verre par un procédé d'élaboration. Et puis les propriétés de durabilité, pour la préservation par exemple des matériaux anciens, ou pour regarder comment va s'altérer des verres qu'on envisage pour le stockage des déchets nucléaires. Donc ça, c'est également des aspects qui seront abordés plus tard. On essaye bien sûr toujours de déterminer de nouvelles compositions, de nouveaux systèmes qui vont avoir qui vont pouvoir peut-être avoir des applications potentielles nouvelles. Et puis les contraintes externes sont très étudiées, donc comme la température, ce qui va permettre de recristalliser le verre et de permettre de former ce qu'on appelle les vitrocéramiques. Les effets de pression, donc qui vont permettre pour un même verre de même composition d'avoir des structures et des propriétés complètement différentes en fonction de la pression. Donc on appelle ça du polyamorphisme. Des effets d'irradiation. Actuellement, ce qui est très regardé, c'est les effets d'irradiation issus de lasers notamment.
Et puis les procédés d'élaboration, donc un aspect peut-être un peu plus technologique, pour développer de nouveaux procédés d'élaboration. Donc un procédé qui est actuellement très développé pour obtenir des verres plats, c'est ce procédé-là, de débordement d'une goulotte, ou alors un procédé qui a été développé au CEA pour vitrifier les déchets nucléaires, qui est ce qu'on appelle un creuset froid. Alors, je vais maintenant juste dire quelques mots avec des premiers concepts sur la structure. Donc, le but, c'est de passer de ces matériaux macroscopiques à une description atomique de ce matériau pour essayer de bien comprendre l'aspect structural en lien avec les propriétés. Donc ça peut se faire via des simulations ou via des techniques expérimentales. Et le but, c'est d'essayer un petit peu de comprendre comment extraire de l'information de ce matériau qui est ici très désordonné. Donc pour cela, on a recours à plusieurs échelles d'ordre. La première, c'est de comprendre ce qui se passe à courte distance et de définir les polyèdres de base dans le matériau. Donc si on a un cation, on essaye de déterminer le nombre de premiers voisins, ce qu'on appelle la coordinance, les longueurs entre les liaisons, entre les atomes, l'angle des liaisons dans ces polyèdres, donc dans ces unités structurales de base. Et une fois qu'on les a définies, on va essayer de voir comment elles se connectent, comment ces unités se connectent. C'est ce qu'on appelle l'ordre à moyenne distance, entre 3 et 15 angstroms. Donc, on détermine l'angle entre ces polyèdres, s'ils sont connectés par sommet, par arête, s'il y a une certaine dimensionnalité, par exemple, est-ce qu'ils ont tendance à former des couches, et puis quel type d'anneaux ils peuvent former. Et puis la troisième échelle d'ordre concerne la longue distance. Donc, comme on a vu, on n'a pas de périodicité. Par contre, on peut avoir à l'échelle nanométrique des hétérogénéités ou à plus grandes échelles des phénomènes de séparation de phase avec deux liquides qui vont s'interconnecter. Donc, le premier modèle qui a été proposé pour les verres est celui de Zakariasen en 1932. Donc, Zakariasen, c'était un cristallographe qui a étudié les verres et les cristaux et qui a compris qu'il y avait des similitudes entre les deux. Et il a émis certaines hypothèses pour former un verre. Donc, ça lui a permis de définir des éléments qu'il appelle formateurs de réseau, donc typiquement le silicium, le bore, le germanium, le phosphore, qui vont s'entourer de voisins oxygènes pour former des polyèdres de faible taille, donc typiquement 3 ou 4 voisins oxygènes. Ces polyèdres vont s'enchaîner par sommet, et s'ils sont suffisamment connectés, on va pouvoir former un réseau tridimensionnel. Donc, ce modèle qui a été émis dans les années 30 a reçu une confirmation seulement en 2012 avec des mesures par microscopie électronique. Donc, ces observations reposent en fait sur une fine couche de silice qui comprend 2 couches de tétraèdres déposées sur un film de graphène qui est transparent pour les électrons. Et on voit sur cette image donc, les points blancs qui correspondent en fait aux atomes de silicium. Et on voit un excellent accord entre ce qui était prédit par Zakariasen et puis ce qu'on observe dans la réalité. Donc, c'était des mesures qui avaient été qui étaient assez remarquables et qui avaient vraiment frappé toute la communauté derrière quand elles sont apparues, parce que c'était la première fois qu'on pouvait vraiment valider le modèle de Zakariasen qui était utilisé depuis 70 ans. Ok, je vais passer maintenant la main à Daniel pour la suite de la présentation, en abordant un petit peu plus d'aspects structuraux. Donc, je vais me déconnecter. Voilà, donc Daniel, tu dois pouvoir reprendre la main. Alors, attends, on va basculer ici. Normalement, ça devrait se faire sans difficulté. Et vous voyez mon écran, normalement. Oui, c'est bon. Donc, nous allons, merci Laurent, nous allons continuer par donc le verre, la structure désordonnée et définir un petit peu ce que c'est que la température de transition vitreuse et puis parler avec un mot qui fait fuir les étudiants, on va parler d'entropie. Pardon. Quand on regarde, on va partir de cette figure-là, on va regarder comment varie une propriété telle que le volume, une enthalpie, par exemple, en fonction de la température. La première des choses, un cristal
une propriété telle que son volume va augmenter avec la température liée à la dilatation thermique, par exemple. Arrivé à une certaine température, nous allons avoir un phénomène de fusion et à une température constante, nous allons avoir une augmentation importante du volume de notre matériau. Arrivé en haut, à ce niveau-là, nous allons être dans l'état liquide et la propriété, le volume par exemple, va continuer d'augmenter régulièrement avec la température jusqu'à la seconde transition qui correspondra à la température de vaporisation. Mais pour l'instant, nous allons redescendre le long de cette courbe-là et rentrer dans ce que nous appelons le liquide surfondu. Donc, je pointe avec mon laser cette variation, cette diminution de volume du liquide surfondu. Et si on continue, nous allons avoir croisé la courbe du volume du cristal. Et ceci, c'est une impossibilité physique qui a été proposée par M. Gossman en 1948, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Gossman. Donc, il faut, à un moment donné, que sur cette courbe-là apparaisse une transition. Et en fonction de la vitesse à laquelle nous allons descendre le long de cette courbe-là, nous allons avoir une première transition qui pourra se produire, un premier TG, une température de transition vitreuse, lors d'un refroidissement rapide. Si on refroidit plus lentement, on pourra aller plus bas et on aura une seconde température de transition vitreuse. Cette zone ici, entre ces deux TG que j'ai matérialisés, c'est ce qu'on appelle le domaine de transition vitreuse qui, communément pour les verriers, est défini pour une viscosité de 10 puissance 13 poise ou 10 puissance 12 pascal seconde. Mais dans tous les cas, on a défini à 0 K l'état de verre. Cet état de verre, en fait, il est caractérisé par une propriété à très basse température, à moins de 1 K, qui continue d'exister et qui matérialise cet état désordonné. Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail, et là, c'était juste un schéma, ce que je vous ai présenté. On va rentrer avec des vraies valeurs pour essayer d'estimer ce désordre et cette entropie de configuration. Donc, on refait notre cycle classique, mais avec un vrai composé. C'est un composé CaMgSiO3 qui existe sous forme cristalline. On peut mesurer son entropie. Alors, en fait, on ne mesure pas l'entropie puisqu'il n'existe pas d'entropimètre. On va d'abord mesurer la chaleur spécifique de ce cristal à basse température, sur toute la gamme de températures. On va intégrer cela en suivant cette équation, donc le Cp du cristal divisé par T dt, et on va reproduire cette courbe-là. Arrivé à la température de fusion, on va mesurer une enthalpie de fusion que l'on va retransformer en entropie de fusion et on va après continuer de la même façon dans l'état liquide. Cet état liquide, on va déterminer son entropie à partir du Cp du liquide de la même façon et on va redescendre à nouveau sur notre cycle thermodynamique. Le cycle thermodynamique, on va l'arrêter, il va s'arrêter tout seul avant la température de Gossman, qui serait ici. Nous allons avoir à ce niveau-là la température de transition vitreuse et on va récupérer à la fin une petite entropie de configuration. Alors cette entropie, ce terme-là, ici, on est à 25 joules par mol Kelvin. C'est tout petit, 25 joules par mol Kelvin, par rapport à l'entropie du liquide qui était de 600 joules mol K. Mais si on ne connaît pas ce petit terme, dans tous les calculs de diagrammes de phase, dans les modèles qui sont aujourd'hui proposés, il y a une erreur qui vient du fait que on n'estime pas cette valeur-là. Et cette valeur-là, elle correspond vraiment à l'état désordonné de notre verre. Donc, petit terme, mais qui joue un rôle fondamental sur la structure du matériau. Et maintenant, on a défini notre verre avec une température de transition vitreuse, une entropie de configuration, entropie résiduelle, qui matérialise cet état désordonné. Si on rentre un peu plus dans le détail, on va partir sur un réseau tétraédrique composé de tétraèdres de silice. Nous avons ici en gris les atomes de silicium et les atomes d'oxygène. Ces atomes d'oxygène, ils connectent des tétraèdres 2A2. Je les ai mis en bleu. On va les appeler oxygène pontant, bridging oxygène, le terme anglais. Et comme ça, on peut définir
la structure d'un verre de silice. Si là-dedans, dans ce verre, on le complexifie, je rajoute dedans des atomes de sodium, on va venir casser la connectique entre nos tétraèdres. En cassant la connectique, les atomes de sodium à ce niveau-là, on va voir dans un instant qu'on a une diminution importante de la viscosité, mais nos atomes de sodium changent de rôle. On va les appeler oxygène non pontant, non bridging oxygène en anglais. Le sodium, lui, on va le définir dans ce cas-là comme un modificateur de réseau. Contrairement à ce que dit Laurent dans le cas des formateurs qui sont tels que le silicium dans des coordinances petites, 3, 4, les modificateurs de réseau, eux, sont plutôt dans des coordinances élevées et ils sont répartis dans le verre. Donc là, nous avons des premiers liens importants entre la structure et certaines propriétés. Si on continue un petit peu plus d'aller dans le détail, vous avez ici toujours notre structure d'un verre de silice. À 1200 degrés Celsius, il va avoir une viscosité très élevée de 10 puissance 12. Et si je regarde dans ce graphe ici en bas à droite, où vous avez la viscosité en fonction de l'inverse de la température pour un verre de silice, nous avons une viscosité qui est très élevée, avec un comportement, ce qu'on appelle un comportement arrhénien, c'est une droite dans ce diagramme-là. Et si on essaie de regarder un petit peu la structure, nous avons ici le spectre Raman d'un verre de silice, avec dans cette zone à basse fréquence, aux environs de 500-600 cm-1, des vibrations qui correspondent aux anneaux à 3, 4, 5 tétraèdres que l'on a pu voir dans la figure de la schéma proposée par Zachar Hansen. Et dans cette zone ici, entre 1000 et 1200, nous aurons des vibrations d'étirement entre les tétraèdres. Maintenant, là-dedans, je rajoute à nouveau mes atomes de sodium et ce qui va se passer, c'est la viscosité va chuter drastiquement avec l'ajout de sodium. Instantanément, on va passer d'une viscosité de 10 puissance 12 à une viscosité de 3, 4. On a perdu pratiquement 10 ordres de grandeur avec l'ajout de sodium. Si je prends ce composé ici, qui est un disilicate de sodium, et qu'on regarde comment varie sa viscosité dans ce diagramme-là, on se rend compte donc d'une part de ce que j'ai dit, la viscosité a fortement chuté, on a perdu plusieurs ordres de grandeur par rapport à la silice, mais également on a un changement complet de forme de cette courbe, puisqu'on est passé d'une droite à une courbe, et que l'on ne peut pas reproduire cette courbe-là par une équation simple de viscosité. On verra cela dans l'exposé sur les viscosités en 2021. De même, quand on regarde la structure de nos verres, nous avons ici des changements importants sur la répartition des anneaux de tétraèdres dans notre verre, mais nous avons également ici des changements importants dans les vibrations des tétraèdres au niveau de la partie silicatée. On va détailler cette partie-là et on va la regarder sur la figure suivante en RMN et avec la spectrométrie Raman. Vous avez ici à gauche une super figure proposée par Maekawa en 1991 où ce sont des silicates de sodium. Donc ici, vous avez 4 atomes, 80% de silice et 20% de sodium. Et ici, 50% de silice, 50% de sodium. On peut faire l'analogie avec ce qui se passe de l'autre côté en Raman, où en fait, vous avez ici le spectre de silice. Vous avez ce spectre ici, Na20, qui correspond exactement à la même composition que celui-ci pour la RMN, et pour le spectre Na40 correspond à celui-là côté RMN. Donc, on a des choses équivalentes. On voit des changements importants en fonction de la teneur en alcalin. Et on peut prendre ces spectres ici de RMN ou les spectres Raman, faire ce qu'on appelle une décomposition, donc les déconvoluer en différentes espèces. C'est ce que l'on a ici. Maekawa l'a proposé pour la RMN, Misen, il y a très longtemps de ça, pour le Raman. Et chose que l'on voit, on a des attributions de bandes qui reposent sur des connaissances que l'on a des minéraux potentiellement, où on va être amené à définir cette entité tétraédrique entourée d'un certain nombre d'oxygènes connectant d'autres tétraèdres ou pas. Donc, on va définir ce qu'on appelle un Q4. Ça va être un tétraèdre de silicium, par exemple, dans notre cas ici, qui sera connecté à 4 autres tétraèdres. Si on parle d'un terme Q3,
nous aurons notre tétraèdre central qui sera connecté à 3 autres tétraèdres. Donc, ces oxygènes-là seront pontants et on aura un oxygène non connectant à ce niveau-là. Et on peut comme ça décliner jusqu'au terme Q0 où on aura notre tétraèdre de silice qui sera entouré de sodium et les autres tétraèdres seront plus loin. Les 4 oxygènes ici seront non pontants. Ce qui est intéressant, c'est que ce soit dans l'ARMN ou dans le Raman, on peut faire des attributions en fréquence de ces différentes bandes. Ce pic ici correspond à du silicium en Q3, ici en Q2, ici en Q1. Ce qui fait que dans ce verre de métasilicate, ça correspond à un équilibre entre cette espèce et cette espèce. Dans ce verre ici, qui est un tout petit peu plus riche en sodium, nous allons retrouver du Q3, du Q2 et du Q1 qui correspondent à ces différents pics-là. Une fois qu'on sait faire cela avec du Raman, de l'ARMN, on peut recalculer les variations d'espèce Q en fonction de la composition chimique. Donc, Maekawa avait proposé ces variations-là. On retrouve les mêmes choses en Raman, si ce n'est simplement qu'il faut se dire qu'ici, on varie entre 20 et 50%, ce qui correspond aux variations que vous avez dans cette zone ici. Ceci, on peut le relier à la viscosité. On verra ça dans le courant de l'an prochain. Mais revenons un petit peu au schéma initial. Ceci, c'était un schéma de verre de silicate de sodium proposé par Zakariansen et Warren il y a très longtemps. Vous avez les tétraèdres de silice à ce niveau-là, le silicium en noir, les oxygènes et les atomes de sodium. Je vous ai juste rappelé, ici, vous avez la viscosité de la silice et ici celle de NS2. Là, je colore simplement mes atomes. Nous avons ici le sodium en orange et les atomes en vert ici, qui sont des atomes d'oxygène non pontants. Cette absence de connexion est à l'origine de cette forte baisse de la viscosité. On peut maintenant complexifier notre système. Le complexifier, c'est-à-dire en rajoutant de l'aluminium, par exemple. On peut faire le même type de raisonnement avec du bore. L'aluminium, il va être 3+, il va remplacer facilement notre silicium 4+, mais on va avoir un déficit de charge. Et pour assurer l'électroneutralité du tétraèdre LO4, on va être amené à rapprocher de cet aluminium un alcalin ou un alcalinotéreux pour compenser la charge. Donc, on aura quelque chose comme ça. Et si on injecte ceci dans les schémas que je vous ai montrés précédemment, vous allez créer, donc refabriquer des oxygènes pontants, repolymériser votre système. Et la viscosité que nous avions ici, si vous regardez la figure en bas à droite, vous avez la viscosité du disilicate de sodium, on a rajouté de l'aluminium et instantanément, la viscosité a augmenté à nouveau de plusieurs ordres de grandeur et nous avons retrouvé un comportement quasi arhénien avec cette augmentation. Donc, nous avons là, ces 3 schémas-là, les principales caractéristiques de notre verre. Des atomes formateurs de réseau, le silicium, des modificateurs de réseau tels que le sodium, l'aluminium qui peut être un élément formateur de réseau, et notre sodium qui va changer de fonction en fonction d'autres éléments. Il peut être soit compensateur de charge de l'aluminium, soit casseur de réseau, modificateur de réseau, dans le cas uniquement d'un silicate. Regardons un petit peu des modèles qui avaient été proposés par Greaves. Donc, vous avez en haut les noms de ces modèles, mais ils ne sont pas très importants. Donc, revenons sur la silice, des oxygènes non pontants, les alcalins ici, et cette baisse de viscosité. Dans l'autre cas, nous avons en rouge ici les aluminiums, et ces aluminiums réquisitionnent, on va dire, l'alcalin ou l'alcalinotéreux parce qu'ils en ont besoin en termes de compensateur de charge, ce qui a provoqué cette forte augmentation de la viscosité. Mais ceci, ça se voit également sur d'autres propriétés. Si on regarde par exemple les volumes molaires, vous avez ici des volumes molaires de toute une série de verres. On part de la silice et vous avez ici silicate de sodium, de calcium, de magnésium. On se rend compte que le volume molaire de silicate d'alcalinotéreux ou d'alcalin chute au fur et à mesure que l'on rajoute du sodium, du calcium et du magnésium. Potentiellement, l'extrapolation retrouverait le volume molaire de Na2O ou de CaO ou de MgO. Et c'est la même chose pour tous les autres alcalins et alcalinotéreux. Mais dès qu'on rajoute de l'aluminium, on se rend compte que le volume molaire de notre verre a fortement changé. Ce volume molaire, il a fortement changé. En fait, ce qui change dans notre verre, SiO, le tétraèdre SiO4, il ne change pas.
le tétraèdre il ne change pas non plus. Ce qui va changer, c'est le rôle du sodium, du calcium et du magnésium et leur coordination et leur distance CaO, par exemple, ou NaO, ou MgO, avec l'ajout de l'aluminium. Nous allons avoir une zone dans laquelle les alcalins alcalinotéreux seront modificateurs de réseau et une autre zone claire dans laquelle ils sont compensateurs de charge. Ça se voit bien sur le volume molaire, mais potentiellement, ça se voit bien également en RMN. La RMN est une technique spécifique. Vous aurez un exposé là-dessus l'an prochain. Vous avez ici le déplacement chimique du sodium vu donc par la RMN. On a ici une signature caractéristique du sodium dans une position de modificateur de réseau aux environs de 0 ppm. Et lorsqu'on va être décalé à ce niveau-là, lorsque le sodium sera compensateur de charge, on a une signature différente. Donc là, par exemple, la RMN peut discriminer le rôle d'un élément particulier. La spectrométrie Raman, par exemple, va nous apporter la même chose. C'est des nouveaux travaux faits en spectrométrie Raman en jouant sur la polarisation du laser. On se rend compte que l'on a un pic caractéristique ici, dans le cas où nos atomes de sodium sont modificateurs des réseaux, ce pic disparaît complètement le moment où le sodium est compensateur de charge. Ça se voit bien dans le cas du sodium, ça se voit bien également pour les silicates ou aluminosilicates de calcium, où vous avez un pic très intense pour le calcium, le moment où il est modificateur de réseau, il y a un pic inexistant ici, en rouge, on ne voit rien, le moment où le calcium est compensateur de charge. On a des signatures équivalentes pour des travaux en absorption des rayons X, par exemple. Donc, au final, on a une vision unique d'un verre. Cette vision unique, elle a été proposée par Greaves en 81 et 85. Elle est composée de zones très riches en éléments formateurs de réseau, de tétraèdres par exemple, et puis de zones dans lesquelles on va retrouver les alcalins, les alcalinotéreux, mais également beaucoup d'éléments de transition. On va retrouver là-dedans beaucoup d'éléments que l'on a dans les verres de déchets par exemple. Au final, pour conclure, donc un verre, c'est une structure désordonnée qui présente une transition. Alors, thermodynamiquement, on parle de transition de second ordre, cette température de transition vitreuse. Plusieurs auteurs ont défini dès 1926, c'est les premiers à en avoir parlé, c'est Park et Huffman, qui ont proposé que le verre pourrait être un quatrième état de la matière. Et tout ça, c'est toujours un débat. Dans les grandes questions, on a aussi bien des questions d'ordre fondamental. Qu'est-ce que c'est que la température de transition vitreuse? Comment on la passe? Quelle est sa dynamique? Mais également des liens forts entre ordre et désordre. Sur le schéma au-dessus, que vous voyez, nous avons de l'ordre à très courte distance, mais globalement, nous avons un désordre et globalement, si on regarde une vitre que nous avons à côté de nous, nous avons quelque chose, un matériau homogène. Et pourtant, à une échelle nanoscopique, il est totalement hétérogène. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut prévoir une théorie universelle qui va nous permettre de relier la structure à l'échelle atomique aux propriétés, à la dynamique? On verra cela l'an prochain dans des exposés de viscosité et de structure. Et puis, d'un point de vue plus pratique, il y a de grandes questions encore. Est-ce qu'on peut mieux fonctionnaliser l'écran de notre smartphone? Est-ce qu'on peut rajouter des fonctions à l'écran de notre voiture ou à l'écran de à la fenêtre? Est-ce qu'on peut aujourd'hui aller développer de nouveaux matériaux, aller vers les bioverts, avoir des matériaux plus résistants, plus durables? Essayer aussi, un des enjeux planétaires, c'est lutter contre le réchauffement climatique. Est-ce qu'on peut essayer de faire des verres décarbonés? Donc, en ne partant pas de carbonate, on essaiera de discuter de ces choses-là l'an prochain. Pour la suite, comme l'a déjà mentionné Laurent, nous aurons dès le 4 décembre un exposé par nos amis Stéphane Jeng et Frédéric Angeli, modéré par Xavier Capilla, sur l'altération des verres. Le 18 décembre, ce sera juste avant Noël. C'est un petit peu intéressant de connaître l'origine de la couleur dans les boules des sapins de Noël que nous pourrons avoir. Et donc, nous aurons un super exposé sur la couleur par Georges Callas et Wilfried Blanc, modéré par Mathieu Lancry. Et tout au long de l'an prochain, nous aurons jusqu'en juin des exposés aussi bien sur la structure, sur les mesures de conductivité, de viscosité, les propriétés mécaniques, mais également sur qu'est-ce qui se passe dans un four, comment faire des économies d'énergie. On essaiera aussi d'avoir des exposés sur l'art et l'histoire du verre,
Donc voilà, pour rester au courant de toutes ces choses-là, une seule adresse, c'est notre site de l'USTV. Merci et je vais repasser la parole à Monique. Merci, merci Daniel. Écoutez, il nous reste quelques minutes pour des questions. Donc, c'est le moment où jamais de les envoyer si vous en avez. Il y a déjà une question de Daniel de Yann Guéguin qui demande, qui demande s'il est prouvé que l'entropie de configuration à 0K ne dépend pas de la vitesse de refroidissement. L'état de ton verre, Yann, va dépendre de la vitesse de refroidissement. Donc, potentiellement, son entropie va dépendre également tu peux avoir des entropies différentes en fonction de ta vitesse de refroidissement et donc de la dynamique dans laquelle tu vas passer ta transition. Le problème, ça va être de comment on fait ce type de mesure. D'accord, merci. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus qu'est-ce qu'on entend par le quatrième état de la matière, s'il te plaît? En fait, on a 3 états qui sont définis communément, l'état cristallin, l'état liquide, l'état gaz. Donc ça, c'est les 3 états classiques qui sont chacun séparés par une transition de premier ordre. Ce qu'ont proposé Parquet Huveman, c'est que le verre, qui a des propriétés assez particulières, il flume, il est solide, il a une transition de second ordre. Ils ont proposé que ça puisse être appelé le quatrième état de la matière. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que les plasmas pourraient être le 5e état de la matière. Donc, c'est une question ouverte en termes de définition de spécialistes. Mais je trouve que pour moi, c'est intéressant de différencier vraiment le verre du cristal. Il y a eu, il y a quelques années de ça, une longue discussion entre est-ce que le verre a une entropie nulle à 0K ou pas. Alors, à 0K, de toute façon, la question ne se pose pas, mais il faut, lorsqu'on se fait des mesures de chaleur spécifique à très basse température, à 1K par exemple, en calorimétrie adiabatique, on se rend compte qu'un verre a un CP important, contrairement au cristal de même composition chimique. Merci Daniel. J'ai maintenant une question de Frédéric Smektala qui demande, si je comprends bien, comment est calculé finalement comment est-ce qu'on fait le calcul, la comparaison du... Alors, la question est quelle stoichiométrie pour le calcul et la comparaison des volumes molaires des verres? Je n'ai pas compris ta question, Frédéric. Oui, d'accord. Bon, je mets le son. Oui, en fait, quand tu présentes les volumes molaires des verres, tu as différentes stoichiométries de verre. Bon, tu prends la silice et CO2, mais tu as une composition avec un verre donc silico-calcique où tu as une stoichiométrie à 0,5 en calcium. Donc, évidemment, la mole définit la mole que tu dépend de ta stoichiométrie. Donc, c'est ça ma question. Alors, en fait, c'est ramené sur une formule unitaire. Ce que j'ai fait, j'ai mesuré la densité par méthode d'immersion en utilisant du toluène comme liquide d'immersion et j'ai calculé ma masse molaire ramenée sur une unité stoichiométrique et donc je recalcule mon volume molaire. Donc, en fait, c'est correct en termes de… Je vois ce que tu veux dire et il n'y a pas de problème. On est ramené sur SiO2, sur le même nombre d'atomes par maille. Même nombre d'atomes par… D'accord, ok. Merci. C'est calculé sur la masse, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ouais, d'accord. D'accord. Écoutez, je crois que je vois pas d'autres questions. Il est juste 14 heures et donc je crois que le contrat a été rempli. Un grand merci à tous, un grand merci à tous les participants et aux orateurs. Et puis on se donne rendez-vous dans 15 jours.